Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau webinaire dont le thème aujourd'hui est la grossesse. Alors pour aborder ce thème, voici le plan que je vous propose. La grossesse, grande période de bouleversement, va nous permettre d'évaluer les besoins de la grossesse qui, on peut l'imaginer, peuvent changer. Et donc, j'aurai quelques données à vous proposer assez précises sur ces besoins de la grossesse, et ça sera aussi l'occasion de parler d'un phénomène peut-être auquel on ne pense pas très souvent, c'est à notre époque actuelle les risques de carence de la future maman qui sont réels. En deuxième partie, les petits mots de la grossesse, eh bien, forcément, cette période est toujours chargée de certains désagréments et donc nous allons voir ce que l'on peut proposer, nous, à l'officine. Et ensuite, nous terminerons avec les cas comptoirs. Alors, la grossesse, donc, bien sûr, grand bouleversement. Et en fait, ce sont des bouleversements physiques, émotionnels, de tous ordres. Les acteurs principaux qui sont à l'origine de ces grands changements, ce sont les hormones. En fait, ce sont les acteurs clés dans ces différents changements qui surviennent au cours de la grossesse. Alors, avant la grossesse, la femme vit avec ces cycles qui se succèdent, avec au niveau hormonal, vous le savez, sécrétion donc alternée, première partie du cycle des oestrogènes et en deuxième partie la progestérone, et donc tous les mois, voilà, sécrétion puis diminution de la sécrétion de ces deux hormones. Et puis la fécondation, et là, grand branle-bas de combat, ce n'est plus du tout le même fonctionnement. Donc là, nous allons parler de 4 hormones importantes pour cette période de la grossesse, donc de l'HCG, les oestrogènes, la progestérone et la prolactine. Alors, l'HCG, donc c'est la gonadotrophine chorionique humaine, donc c'est l'hormone qui est tout de suite sécrétée très rapidement dès la fécondation. En fait, c'est l'embryon qui lance cette fabrication. Donc cette hormone, c'est d'ailleurs celle que l'on va chercher à détecter avec les tests de grossesse, comme donc je vous l'expliquais, elle est sécrétée très rapidement, assez abondamment, et donc ça va permettre rapidement de confirmer une éventuelle grossesse. Donc quel est le rôle de cette hormone donc synthétisée par l'embryon? Eh bien, elle va permettre de maintenir le corps jaune qui au début de la grossesse va pouvoir assurer la production des oestrogènes et de la progestérone. Et puis, cette hormone va également favoriser l'anidation. Cette hormone est synthétisée sur les 3 premiers mois. Donc, il y a une montée rapide de sa sécrétion, puis ensuite, ça se tarit donc, sur ces 3 premiers mois. Et en fait, on lui attribue les désagréments de phénomènes qui arrivent justement lors de ces 3 premiers mois, ce sont les nausées. Donc, serait dû à la production de cette hormone. Ensuite, une autre hormone, la progestérone. Donc, on a vu que précédemment, elle est synthétisée d'une façon cyclique. Et là, en fait, donc ça va changer dans le sens que le taux ne va cesser d'augmenter tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, ça va monter en puissance et elle va être abondamment produite. Donc, elle va servir à l'implantation de l'embryon, à favoriser les sécrétions de la paroi de l'utérus, favoriser aussi l'épaississement de la paroi de l'utérus. Elle va aussi induire un certain relâchement des muscles lisses, ce qui peut entraîner et ce qui entraîne souvent le phénomène de constipation chez la femme enceinte. Et donc, au terme de la grossesse, il y a une brusque chute de synthèse de progestérone et alors les contractions peuvent avoir lieu. Cette progestérone va aussi maintenir la vascularisation de la muqueuse de l'utérus. C'est une hormone aussi qui apporte une certaine sérénité à la femme. Bon nombre de femmes sont plus apaisées pendant cette période, c'est dû à la production importante de cette hormone. Ensuite, les estrogènes, ils vont suivre un petit peu le
le même cheminement, c'est-à-dire que le taux ne va pas cesser d'augmenter, donc il va continuellement augmenter tout au long de la grossesse. Donc ces œstrogènes auront d'autres missions. Ils vont augmenter le volume sanguin nécessaire à l'alimentation du bébé en nutriments et en oxygène. Ce sont aussi ces œstrogènes, donc qui vont être aussi abondamment sécrétés, qui sont responsables du fameux masque de grossesse, mais en revanche, ils vont aussi permettre une amélioration de la qualité de la peau et aussi d'avoir des cheveux plus volumineux. Et puis la dernière hormone, la prolactine, donc aussi qui va être sécrétée. Et bien sûr, après l'accouchement, s'il y a allaitement, elle sera maintenue dans ce phénomène de sécrétion. Et s'il n'y a pas allaitement, eh bien, elle va être tarie. Alors donc, vous voyez tous ces grands changements, eh bien, on peut imaginer qu'il y a des besoins particuliers pendant cette période. Alors, on va distinguer la première partie de la grossesse, qui est avec les besoins de la femme, plutôt les besoins de la femme enceinte. Donc, il va y avoir mise en réserve, développement maternel, et ensuite, en deuxième partie, ça va surtout être le fœtus qui grandit et qui va utiliser les réserves. Les besoins énergétiques aussi vont légèrement évoluer au cours de la grossesse. Donc, vous voyez des chiffres donnés. Premier trimestre, les besoins sont d'environ 2000 kilocalories par jour. Deuxième trimestre, 2200 kilocalories par jour. Et troisième trimestre, 2500 kilocalories par jour. Vous voyez une légère augmentation des besoins énergétiques. On arrive maintenant à connaître assez précisément le rôle de certaines vitamines, certains minéraux et certains acides gras aussi pour le développement de cette grossesse. Donc, plutôt avant, le zinc va contribuer à une fertilité et une reproduction normale. Ensuite, les folates, le principal représentant, vous connaissez l'acide folique, donc la vitamine B9, eh bien, ces folates vont contribuer à la croissance des tissus maternels durant la grossesse. Toujours les folates, la vitamine B12, le calcium et le zinc vont jouer un rôle dans le processus de division cellulaire. Le calcium, lui, va jouer un rôle dans les processus de spécialisation cellulaire. Et on a aussi un rôle important d'oméga 3, en particulier le DHA, l'acide docosahexaénoïque, qui va donc contribuer au développement normal du cerveau, au développement normal aussi des yeux du fœtus, et puis il sera intéressant aussi lorsque l'enfant sera allaité. Ces oméga 3, il faut simplement, lorsqu'on veut en apporter à la maman durant la grossesse, être prudent en fin de grossesse pour le dernier mois, parce qu'en fait, ils ont comme propriété de fluidifier le sang. Donc, on évitera un apport d'oméga 3 le dernier mois de la grossesse. Alors, si on a pu donc avoir ces quelques données sur les besoins, eh bien, il faut pas négliger non plus le fait que actuellement, en 2023, les risques de carence de la future maman sont réels et donc sont favorisés par la prise de la pilule, le tabac et puis bien sûr, ça va de soi, une alimentation déséquilibrée. Alors la prise de la pilule, c'est maintenant largement reconnu, va faire que certaines vitamines et minéraux peuvent être moins bien absorbés par la muqueuse intestinale et en particulier donc les vitamines du groupe B, la vitamine C et puis aussi des minéraux comme le magnésium et le zinc. Donc on peut imaginer que une prise au long cours de la pilule, eh bien ça entraîne une carence chronique en nutriments. Le tabac aussi va augmenter des besoins en vitamines et en minéraux, vitamine C, B9, D, et puis calcium, magnésium, fer, sélénium et zinc. Donc, il faudrait davantage de ces nutriments pour continuer à avoir les nutriments dont l'organisme a besoin pour un fonctionnement optimal. Et puis, une alimentation déséquilibrée, il est certain que si on n'apporte pas
quotidiennement les nutriments nécessaires à notre fonctionnement, eh bien, les carences vont s'installer. Et en période de grossesse, il n'est pas forcément question de manger 2 fois plus, mais peut-être plutôt 2 fois mieux. Donc, vous imaginez que le profil de la future maman qui a pris la pilule pendant plusieurs années, peut-être fume, boit de temps en temps, un certain nombre de jeunes femmes prennent plus ou moins d'alcool régulièrement, et si en plus s'ajoute une alimentation déséquilibrée, eh bien, tout ça n'est pas propice à un développement parfait de cette période de grossesse. Donc, il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là des choses qui est vraiment présent dans notre société actuelle. Alors, les petits mots de la grossesse. On sait que un certain nombre de désagréments surviennent en cette période. Donc, nous allons voir des choses très classiques, nausées, vomissements, le reflux gastrique, les hémorroïdes, les crampes, anxiété et sommeil, et on va parler aussi des équilibres des flores intestinales et vaginales. Alors, nausées et vomissements. Donc, avant tout, il faut quand même pouvoir évaluer l'intensité de ces phénomènes. Vous avez sur Amélie un tableau qui vous permet de pouvoir classer ces nausées et vomissements en phénomènes légers, modérés ou sévères. Alors, il y a certaines femmes qui n'ont pas du tout de nausées, il y en a chez qui c'est assez léger, et puis il y a chez certaines femmes des phénomènes qui vont jusqu'à ce qu'on appelle l'hyperémèse gravidique. Donc c'est un nombre important de nausées, de vomissements qui peuvent aller jusqu'à l'accouchement. Et donc c'est bien sûr, quand on est devant un tel tableau, c'est une prise en charge médicale, forcément. Donc autant les nausées simples ne sont pas délétères pour le bébé, mais quand on arrive à un stade un petit peu plus, assez sévère, eh bien ça peut être très embêtant. Donc nous, bien sûr, nous allons pouvoir prendre en charge, aider que dans des phénomènes plutôt légers. Alors, une première plante qui est largement reconnue, c'est le gingembre, Zingiber officinale. Donc la partie utilisée, c'est le rhizome. Donc en fait, cette plante est tellement reconnue pour ces nausées de la femme enceinte qu'il existe des produits destinés à cet usage précis. Mais si on a été très largement donc à conseiller cette plante, maintenant on est un petit peu plus restrictif quand même. C'est-à-dire que c'est une plante qui ne sera utilisée que quelques jours et avec surtout une dose très raisonnable. Donc en matière de dose, on peut parler par exemple de poudre de plante dosée à 250 mg, on va pouvoir donner 4 fois. Donc on ne doit pas dépasser 1 gramme de poudre de plante de rhizome de gingembre par jour. Voilà, donc je répète, que quelques jours et avec une dose très raisonnable. Vous le savez, grossesse et huile essentielle, ça ne fait pas forcément bon ménage, mais il y a une voie d'administration qui est quand même possible pour quelques huiles essentielles. Il s'agit de l'inhalation sèche. Donc ça va consister en mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir et respirer. Donc là, on n'ingère pas de molécules qui pourraient être délétères pour le bébé. Alors, un exemple d'huile essentielle qui est intéressant pour ces nausées et vomissements, c'est l'huile essentielle de citron, citrus limone, dont la partie utilisée est sur les zestes. Donc, on peut utiliser quelques fois par jour quand la maman ne sent pas très bien, eh bien, en inhalation sèche, cette huile essentielle qui est fraîche, et l'olfactothérapie est aussi une voie d'administration très efficace. Il n'y a pas de contact, mais ça fonctionne quand même très bien. Alors, bien sûr, nous savons que nous sommes assez limités en conseils, et donc il faut en revanche essayer de prodiguer des conseils très généraux. Et donc,
Pour ces nausées et vomissements, qu'est-ce que l'on va pouvoir aussi accompagner la jeune femme? On va pouvoir l'accompagner avec des conseils comme fractionner les repas, parce que le fait d'être à jeun, ça peut augmenter ce phénomène de nausée. Donc aussi ne pas trop remplir l'estomac. Donc ça va un petit peu avec ce qui a été dit avant. Éviter aussi tout ce qui est graisse, hein, qui peut favoriser la nausée. Consommer des aliments que l'on aime, pas se forcer. Éviter aussi les odeurs de cuisine. Et puis, ça peut engendrer un certain stress qui n'arrange pas les choses. Donc aussi, voir ce côté gestion du stress, relaxation, méditation, pas hésiter à faire des siestes. Voilà. Donc, il faut surtout aussi accompagner la jeune femme avec un tas de comme ça, de petits de conseils qui sont utiles. Le reflux gastrique arrive surtout au 2e et 3e trimestre. Il est déjà favorisé par les changements hormonaux parce que, en fait, il va y avoir un changement au niveau de la tonicité des sphincters. Il y aura aussi un ralentissement de la digestion des aliments. Donc, ces phénomènes, dus donc à ces hormones qui fonctionnent différemment, eh bien, voilà, peuvent faire que le reflux gastrique peut donc arriver plus facilement. Et il y a aussi le phénomène de pression du bébé aussi qui s'ajoute à ces premières descriptions. Donc, on peut proposer du magnésium, éventuellement, et puis aussi prodiguer un certain nombre de conseils. Donc, là aussi, lorsqu'il est pour faire des repas avec des petites portions, hein, ça pourra être utile hein, dans un cas de reflux. Donc, pas hésiter à manger 5-6 repas par jour. Hein. Bien sûr, manger lentement, mastiquer les aliments, hein, ça fait partie aussi des conseils. Boire, la femme enceinte doit quand même bien s'hydrater, mais il sera plus intéressant de boire en dehors des repas. Éviter les plats épicés, les plats trop gras, trop sucrés, favoriser les légumes verts, intéressant pour ce reflux gastrique, et les fruits, mais plutôt en dehors des repas. Aussi, conseiller à la personne de bien s'asseoir droite quand elle mange, ne pas s'allonger immédiatement après un repas, et puis lui conseiller aussi le port de vêtements amples. Les hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes surviennent souvent au cours du 3e trimestre. Donc, c'est étroitement lié à ce phénomène de constipation, hein, dû, on a vu, à l'augmentation incessante de la sécrétion de progestérone. Et puis, il y a aussi, bien sûr, au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, le poids, le volume du utérus qui va gêner le retour veineux vers le cœur. On sait que c'est un problème veineux. Donc là, on est aussi assez limité, mais on peut proposer localement un soulagement avec l'application d'une huile végétale de calophylle. Hein. C'est une huile qui est très intéressante pour tous ces problèmes circulatoires. Donc, calophyllum, inophyllum. Alors, c'est une huile végétale qui peut être un petit peu irritante. Donc, il est plus judicieux de l'associer avec une huile végétale d'amande douce, qui donc pourra atténuer ce côté irritant. Donc, par exemple, mélanger 20% d'huile végétale de calophylle avec une huile d'amande douce. Donc là aussi, il y a quelques conseils à prodiguer pour ces hémorroïdes. Donc, lié au phénomène de constipation, encourager une alimentation riche en fibres, boire aussi abondamment, aussi encourager une activité physique régulière, hein, parler de marathon, mais de la marche, de la natation, et puis port de bas de contention, ça va améliorer le retour veineux. De toute façon, c'est pas inutile, même si c'est pas franchement directement lié, mais c'est toujours utile en cas de grossesse. Les crampes. Les crampes aussi, c'est assez fréquent pendant la grossesse. Donc, c'est une contraction musculaire involontaire, hein,
Et en fait, c'est souvent le muscle qui est mal vascularisé et qui n'est pas suffisamment aussi hydraté. Donc, c'est très fréquent, ça peut arriver assez rapidement en début de grossesse, et puis ça touche le mollet, mais ça peut toucher aussi la cuisse, aussi la fesse. Donc, on peut proposer du magnésium, hein, il y a souvent ce problème aussi de carence en magnésium, et puis les conseils aussi, enfin les causes déjà, c'est le poids accru, il y a beaucoup de causes à ces crampes, hein, le poids accru de l'utérus, la fatigue, le déséquilibre des minéraux, la déshydratation, l'inactivité ou l'excès d'exercice et aussi une mauvaise circulation sanguine. On a beaucoup de facteurs et on conseille bien une alimentation équilibrée, la première chose, bien boire, conseiller le port de chaussures à talons plats, aussi penser à surélever les jambes plusieurs fois par jour, encourager aussi une marche quotidienne. Et puis, il y a des exercices d'étirement du mollet hein, qui peuvent être intéressants. Alors, cette douleur peut persister le lendemain, hein, c'est souvent ce qui arrive. Alors, il faut aussi se méfier et être à l'écoute et voilà, il faut que ça soit limité dans le temps parce que là, il ne faut pas non plus qu'on confonde cette douleur de crampe et un risque de thrombose, bien sûr. Donc, attention à ce risque. Anxiété et sommeil, on a vu que la progestérone pouvait permettre à la femme enceinte une certaine sérénité, mais bon, il est évident que l'arrivée de bébé, c'est un tel changement dans la vie que, bah oui, il y a aussi pour certaines femmes l'anxiété, hein, bien sûr, qui apparaît. Et donc, bien, voilà, le magnésium, alors j'en ai parlé souvent, c'est vrai que ce magnésium a un rôle tellement important à tant de niveaux que et on est souvent carencé. Donc c'est vrai qu'il revient assez souvent, mais il est tellement présent partout qu'il agit sur beaucoup de choses très différentes. Ensuite, nous avons parlé d'aromathérapie. Donc là aussi, toujours en inhalation sèche, éventuellement en diffusion passive. Donc la diffusion passive, c'est on met quelques gouttes d'huile essentielle sur une pierre que l'on laisse près de soi. Donc voilà, encore ces deux modes d'administration, on n'ingère pas hein, l'huile essentielle. Donc on a l'huile essentielle de lavande officinale hein, qui peut aider à détendre, et puis l'huile essentielle d'orange douce aussi, qui est aussi sédative. Donc diffusion passive ou inhalation sèche. Alors le tilleul, ben je tenais à parler de cette plante que l'on considère comme une plante à juste titre intéressante pour calmer, une plante sédative, mais on la pense assez complètement anodine. C'est une plante quand même qui a d'autres propriétés. Hein. Donc il ne faut pas oublier que ce tilleul est diurétique. Il peut être hypotenseur, il a des effets sudorifiques, voyez. Donc, c'est à prendre aussi avec sur une durée limitée. Donc voilà, là c'est plutôt si une jeune femme enceinte vient vous voir, vous demande du tilleul, bon, elle peut en prendre, mais voilà, une fois par jour et que quelques jours. Donc le conseil, ça sera, par exemple, suite à une demande, eh bien, de donner tous ces conseils et surtout pas un usage prolongé de cette plante. Il faut toujours être raisonnable. Alors, comme conseil aussi, pour l'anxiété, eh bien, pour le sommeil, on peut conseiller de dormir sur le côté gauche et puis de placer un oreiller entre les jambes et donc, voilà, les jambes pliées, c'est aussi une position qui va favoriser aussi le sommeil. Les équilibres de la flore intestinale. Alors, le microbiote intestinal et le microbiote vaginal vont évoluer au cours de la grossesse, ils vont s'adapter à cette période. Et donc, les hormones, toujours les hormones, les oestrogènes vont
augmenter en fait la production naturelle de bactéries de la flore vaginale qui est constituée de lactobacilles principalement. Ben, il y aura une augmentation de ces bactéries et il y aura aussi une augmentation favorisée du candida albicans, ce qui explique qu'un certain nombre de femmes enceintes peuvent faire des mycoses. Donc en fait, il faut aussi avoir à l'esprit que l'importance de la qualité du microbiote intestinal aussi et du microbiote vaginal. Alors pourquoi? Déjà parce que pour le bébé, il est important que le microbiote de la maman, les microbiotes soient les plus équilibrés possibles. Lorsque le bébé naît, il va constituer très rapidement son microbiote intestinal. Et en fait, la construction de ce microbiote peut être différente selon la naissance. Si le bébé naît par les voies naturelles, eh bien, il va collecter les bactéries de la maman et ça va être sa base de construction. Si il naît par césarienne, eh bien, il va être projeté dans l'environnement de l'endroit où il naît et il va donc avoir a priori une autre construction de son microbiote. Voyez. Donc, c'est pas toujours à l'avance le type de naissance. Quelquefois, la césarienne est décidée au dernier moment. Mais voilà, il faut, je pense, avoir bien en tête que la qualité de ces microbiotes est très importante pour le bébé, pour la suite, la naissance et sa construction de ces microbiotes. Donc, on verra dans les cas comptoirs, et bien on peut aussi proposer des probiotiques au cours de la grossesse. Donc, je vous remercie d'avoir été présent et puis je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne après-midi au comptoir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.